Aujourd'hui, épisode un peu particulier. Vous êtes un certain nombre à nous avoir demandé de revenir sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Et effectivement, depuis une semaine, la politique française est une pagaille indescriptible. Il se passe des nouveaux trucs toutes les heures, on dirait une vraie telenovela, plus personne n'y retrouve ses petits. Sauf que ce qui est en train de se passer est vraiment important, voire grave. Donc prenons le temps de mettre un peu d'ordre dans ce capharnaüm, et profitons de l'occasion pour prendre un peu de recul sur nos institutions et essayer d'y voir un peu plus clair. Allez, on sort nos livres de droit constitutionnel, on sort notre boule de cristal, et on essaye de comprendre cette histoire de dissolution. Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors avant tout ça, il faut quand même dire un mot du contexte. Le contexte, c'est raclée électorale pour le président aux élections européennes. Il faut le rappeler parce que ça fait quelques jours, on parle plus que de dissolution, et c'est devenu un débat franco-français. Mais à l'origine de tout ce bazar, il y a que le président et son parti se sont vraiment ramassés aux élections. Le RN est très largement en tête. Alors, c'est pas la première fois que le RN arrive en tête des européennes, ça fait même la troisième fois, en 2014, à l'époque il s'appelait encore le Front National, et en 2019. Alors traditionnellement, quand on perd une élection en France, le président fait un remaniement. Donc on change quelques ministres. C'est une manière politicienne et un peu curieuse de dire « on a compris que vous n'êtes pas content, on change quelque chose ». Mais cette fois-ci, le RN fait 32%, loin devant le parti présidentiel. Et la raclée est tellement cosmique que faire un remaniement, ça suffisait pas. Donc c'est dans ce contexte-là que le président Macron dit « dissolution ». Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors pour comprendre un peu cette histoire de dissolution, il faut regarder 2 minutes le fonctionnement des institutions. Si on schématise beaucoup, dans les démocraties représentatives occidentales, il y a 2 modèles, les régimes parlementaires et les régimes présidentiels. Alors les régimes parlementaires, c'est ceux qu'on trouve le plus. Allemagne, Royaume-Uni, Grèce, Irlande, Espagne, Danemark et tous les autres. Dans un régime parlementaire, le pouvoir est en grande partie au Parlement. Les députés ont le pouvoir législatif, donc ils écrivent et votent les lois, et ils élisent le Premier ministre, et donc le gouvernement qui va avec, qui lui exerce l'exécutif, donc applique les lois, dirige l'administration du pays. Dans ce système parlementaire, il y a généralement, tout en haut de la pyramide, un ou une présidente, comme en Allemagne, ou un roi ou une reine, comme en Angleterre, mais qui n'ont pas de pouvoir réel. Ils nomment le Premier ministre qui vient de la majorité, et puis ils donnent éventuellement des conseils, mais surtout ils prennent la pause pour la photo et inaugurent les mimosas. Du coup, le pouvoir, le vrai, il est entre le Premier ministre, exécutif, et le Parlement, législatif. Mais comme le Premier ministre est élu par le Parlement, et est responsable devant lui, ça veut dire que le Parlement peut le virer, c'est globalement le pouvoir au Parlement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des régimes parlementaires. Deuxième grand modèle, le régime présidentiel. Alors là, il y a 2 sources de pouvoir. D'un côté, le président, qui a le pouvoir exécutif, mais qui, à la différence d'un Premier ministre, n'a pas de compte à rendre au Parlement. De l'autre côté, un Parlement qui a le pouvoir législatif. Et il y a un équilibre de pouvoir entre les deux. Ça implique de faire des compromis permanents. L'exemple parfait, c'est les États-Unis. Il y a un président fort, et puis un Parlement, qui là-bas s'appelle le Congrès, fort. Maintenant, en France, on a un système un peu chelou, qui est entre les deux, et qu'on appelle semi-présidentiel. On a à la fois le côté parlementaire, avec une assemblée qui a le pouvoir législatif, et un Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif. C'est lui le patron de l'administration, ça c'est l'article 20 et 21 de la Constitution. Mais il y a aussi un président, qui a des vrais pouvoirs exécutifs, qui s'occupe notamment de la diplomatie, de la défense et de nommer un certain nombre de postes importants. On appelle tout ça un exécutif bicéphale. Bicéphale, 2 têtes, président et Premier ministre. Alors en théorie, notre régime, il est entre le parlementaire et le présidentiel. Mais dans les faits, il est encore beaucoup plus présidentiel qu'un régime présidentiel classique. Alors il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, dans les régimes parlementaires, les élections législatives sont à la proportionnelle. C'est comme les européennes. Ça veut dire qu'il y a des listes au niveau national, et en fonction du score qu'on fait, on a un nombre de sièges. Si un parti fait 25% des votes, il a 25% des sièges. En France, c'est pas ça. Nos législatives à nous, c'est un scrutin qu'on appelle uninominal à 2 tours. Donc ça veut dire, non pas une liste, mais un nom, et 2 tours. Donc c'est des sortes de mini-élections présidentielles dans chaque circonscription. Théoriquement, si un parti fait 51% dans chaque circonscription de France, il a beau avoir que 51% des votes au niveau national, il aura quand même 100% des sièges. Et ça c'est un problème, parce que, deuxième facteur, depuis 2002, le président est élu non plus pour 7 ans, mais pour 5 ans. Et son élection est en même temps que les législatives. Ou plutôt, les législatives sont en même temps que les présidentielles. Donc on vote pour le président au mois de mai, et 3 semaines plus tard, on vote pour l'Assemblée nationale.
Et ça a deux conséquences. 1. Le président obtient beaucoup plus facilement une majorité après son élection. Les gens sont pas fous. Ils élisent un président, ils lui donnent les moyens de gouverner dans la foulée. 2. Ça oblige les députés. Le non-dit de la relation entre le président et eux, c'est « vous avez été élus grâce à moi ». Pour toutes ces raisons, le mode de scrutin, le calendrier électoral, le président en France a beaucoup de pouvoirs. Viennent s'ajouter à ça des pouvoirs que la Constitution lui donne. Par exemple, les pleins pouvoirs. C'est l'article 16. En cas de crise, il peut décider d'à peu près tout sans le Parlement. C'est énorme. Par exemple, faire un référendum, donc demander directement au pays de trancher une question en sautant par-dessus la tête de l'Assemblée. C'est l'article 11. Et, par exemple, de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est l'article 12. Donc ce qu'il faut voir, c'est que le président, qui a déjà beaucoup de pouvoir, en a un particulier face à l'Assemblée nationale qui lui donne un grand ascendant sur les députés, c'est celui d'appuyer sur le bouton atomique et de renvoyer tout le monde à la maison. Merci, au revoir, à vous de convaincre les électeurs de vous refaire confiance. Dimanche dernier, le président Macron a appuyé sur ce bouton. Alors Emmanuel Macron n'est pas le seul à s'être servi de la dissolution. Il y a eu en tout 6 dissolutions depuis le début de la Ve République en 1958. On fait un tout petit point historique là-dessus parce que c'est important pour comprendre. Les 2 premières dissolutions, c'est le général de Gaulle, 1962-1968. En 1962, il y a une motion de censure votée par l'Assemblée nationale contre le gouvernement. Ça veut dire que les députés donnent plus leur confiance au Premier ministre. Crise politique, dissolution. En 1968, le pays a été tellement secoué par la crise de mai 68, pareil, dissolution. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Dans ces 2 cas, l'objectif du général de Gaulle, c'est de se donner une nouvelle légitimité. C'est « vous m'avez affaibli », soit avec un vote, soit avec des manifestations dans les rues, donc je dissous. On refait des élections, et si j'ai une majorité, ça veut dire que les gens veulent toujours de ma politique. Et dans les 2 cas, il a obtenu une majorité, donc la dissolution avait un sens. Redonner une légitimité démocratique à un président qui avait été mis en doute. Les 2 dissolutions suivantes, c'est François Mitterrand, 1981-1988. Mitterrand, socialiste, est élu président en 1981. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. L'Assemblée est à droite à ce moment-là. Donc, dans la foulée de son élection, il dissout, pour avoir une majorité et donc les moyens de gouverner. En 81, au lendemain de sa victoire, le nouveau président veut une majorité de gauche à l'Assemblée. Ce sera la vague rose. À l'époque, le président est élu pour 7 ans, donc jusqu'en 1988. Au bout de 5 ans, en 1986, nouvelle législative. Évidemment, les gens en ont assez de la gauche et ils donnent une majorité à la droite. On se retrouve donc dans une situation un peu particulière. Pour la première fois, il y a un président d'un bord politique et une assemblée et un premier ministre de l'autre bord. C'est la première cohabitation, avec Mitterrand président de gauche et Chirac, Premier ministre, avec sa majorité de droite. Évidemment, il y a une grosse rivalité entre les 2. Je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. 2 ans plus tard, en 1988, Mitterrand est réélu président. Il refait une dissolution dans la foulée, pour encore une fois avoir les moyens de gouverner. J'ai signé, voici quelques instants, le décret prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il gagne. Même schéma, on est parti pour 5 ans, et en 1993, nouvelle législative. C'est à nouveau la droite qui gagne. 2e cohabitation, alors cette fois-ci avec Balladur, Premier ministre. Chirac a compris que c'était compliqué de passer directement de Premier ministre à président. Ce qui nous amène à la 5e dissolution, celle de Jacques Chirac, et c'est là que ça devient intéressant. En 1995, Jacques Chirac est élu président. L'Assemblée de 93 est déjà à droite, donc il décide de la garder. Les législatives suivantes sont donc prévues pour 5 ans après 1993, donc 98. Sauf que dès son arrivée au pouvoir, en 1995 et 96, le président, et en particulier son Premier ministre Alain Juppé, prennent cher. Il y a du gros mouvement social, la France est bloquée, et dans les sondages, ils sont très bas. Et donc Chirac, en 1997, se dit, comme l'année prochaine, en 1998, on va prendre une tollée aux législatives, et si on faisait une dissolution là, maintenant, 1 an avant? On prend tout le monde de court, et on a une chance de s'en sortir. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. En fait, la Constitution dit qu'une fois l'Assemblée dissoute, il faut organiser des législatives dans les 20 à 40 jours qui suivent. Et ça laisse très peu de temps pour s'organiser, donc faire campagne. Donc le pari de Chirac, c'est on dissout, on prend la gauche par surprise, ils font une campagne bien naze, et on limite la casse.
Sauf que malheureusement pour lui, le patron du Parti socialiste, Lionel Jospin, arrive en 2 semaines à regrouper toute la gauche. Ça s'appelle la gauche plurielle, c'est un peu la NUPES de l'époque. Et il gagne. 3e cohabitation, et donc de 97 à 2002, le président Chirac est de droite, et le Premier ministre et son gouvernement, et donc l'Assemblée, de gauche. Donc pour fermer cette parenthèse historique, les 2 premières dissolutions, celle du général de Gaulle, ont été faites pour se redonner une légitimité politique. Les 2 suivantes, celle de Mitterrand, étaient des dissolutions dans la foulée de la présidentielle, qui était annoncée à l'avance pour avoir une majorité et pouvoir gouverner. La 5e, celle de Chirac, était purement tactique, pour essayer de flinguer la gauche. Maintenant, la question qui se pose, c'est la 6e dissolution, celle d'Emmanuel Macron, dimanche. Elle a été faite pour quoi? Pour chercher une nouvelle légitimité politique après une claque, comme le général de Gaulle? Ou par tactique politicienne, pour essayer de sauver sa peau, comme Jacques Chirac? Alors pourquoi Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée dimanche? Alors c'est là où il y a un mélange d'analyse et de spéculation. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Ce qu'on sait, c'est que quasi personne n'était au courant, et que ceux qui ont été mis au courant lui ont déconseillé. Alors pourquoi il a dissous? Alors bien sûr, il y a l'explication officielle. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Et le président de la République dit « vous allez choisir ». Je trouve ça courageux. Mais imaginons, pour le plaisir d'imaginer, que la dissolution soit aussi un peu une manœuvre tactique. Alors, c'est quoi la stratégie du président? 1. On oblige les Républicains à choisir entre Le Pen et nous. Comment? On promet de ne pas mettre de candidats face à ceux qui rejoignent la majorité. En gros, si vous venez chez nous, dans la majorité présidentielle, vous avez une chance de garder votre siège. Alors il y a ceux qui vont accepter, et il y a ceux qui vont pas accepter. Et du coup, on éclate leur parti en 2. 2, on met la gauche par terre. Ils sont tellement engueulés depuis 6 mois, la NUPES est morte, si on fait des législatives maintenant, ils vont s'écraser. Et 3, une fois que les Républicains et la gauche ont explosé en plein vol, l'élection se joue entre le bloc présidentiel et le RN. Évidemment, on repeint ça en « c'est la République contre l'extrême droite ». On éclate la gauche, on éclate la droite, et on se met en rempart contre le RN. Alors cette stratégie de dissolution, elle a un nom. Divide ut impera. Ça existe au moins depuis Machiavel. Diviser et régner. Et en vrai, c'est assez habile. Le problème, c'est que c'est aussi très dangereux. Parce que quand le RN fait 32% aux européennes, loin devant Renaissance, à 15%, il y a quand même de fortes chances pour qu'il fasse de très bons scores aux législatives. Et c'est ça que beaucoup reprochent au président, de dissoudre l'Assemblée pour essayer de survivre politiquement, même si c'est au prix de doubler le nombre de députés RN. Alors, certains diront, en 1968, le général de Gaulle a dissous pour avoir une nouvelle légitimité démocratique après une crise. Oui, sauf qu'en 1968, il n'y avait pas un RN à 32%. Mais comme on a dit, on n'est pas dans la tête du président, tout ça n'est que pure spéculation. Du coup maintenant, il va se passer quoi? Justement, c'est le grand saut dans l'inconnu. Alors il y a 3 possibilités. Scénario 1, Emmanuel Macron réussit son pari. Il éclate la droite, il éclate la gauche, et même si le RN a bien grossi, avec 150 ou 200 sièges à la place de 90, il a une majorité. Alors c'est assez peu probable, parce que du côté droite, il a réussi. Mardi, le patron des Républicains, Éric Ciotti, a appelé à faire alliance avec le RN. Alors on passe sur le fait que le parti héritier de Jacques Chirac fasse alliance avec le RN. C'est gros, c'est énorme, parce que Jacques Chirac, normalement, c'est ça. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Mais les autres républicains, même les plutôt à droite, comme Retailleau ou Wauquiez, ont dit non. Il a donc menti, il nous a menti. C'est de la déloyauté, c'est un manque de droiture. Quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. Donc, grosse scission chez les Républicains. Donc, du côté droite, Emmanuel Macron a réussi à diviser. Du côté de la gauche, il n'y arrive pas pour l'instant. La gauche a fait savoir qu'elle allait présenter des candidats uniques dans chaque circonscription. Donc, ce premier scénario où Emmanuel Macron arrive à avoir une majorité à l'Assemblée, en ayant divisé la gauche et les Républicains, assez peu probable. Scénario 2, le RN gagne une majorité absolue. Comme le Premier ministre doit avoir la confiance de l'Assemblée, Jordan Bardella est nommé Premier ministre. Et dans ce cas, il y a quand même plusieurs avantages pour Emmanuel Macron. 1, il se présidentialise. Pendant que Jordan Bardella se tape les syndicats et à peu près tout le monde, lui, il s'occupe de l'Ukraine, il fait des plans de paix pour le Moyen-Orient, bref, il est au-dessus de la mêlée. Deuxième avantage, il y a quand même une chance pour que le RN se retrouve avec les mêmes problèmes que tout le monde au gouvernement, qui gèrent pas très bien, et qu'on puisse en 2027 dire « Regardez, ils sont pas compétents ou ils valent pas mieux ». Et troisième avantage, ça fait de lui, et de lui seul, le rempart contre le RN. Il refusera de signer un décret d'application sur une loi, ça fera une tempête politique, et lui sera celui qui aura tenu bon face à l'extrémisme. Donc même si le RN a une majorité et forme un gouvernement, dans ce troisième scénario, Emmanuel Macron y tire quand même son épingle du jeu. Scénario 3, la gauche réussit à s'unir. Les projections, alors évidemment c'est que des projections, donc il faut les prendre avec recul, mais les projections disent, si la gauche va aux législatives divisée, chacun avec son candidat, c'est la Bérésina. Si elle y va unie, elle fait un bon score.
Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aux élections européennes, la gauche dans son ensemble n'a pas fait un si mauvais score que ça. Ils ont même gagné des voix par rapport à la dernière fois. Donc si l'ensemble de la gauche, LFI, les écolos, les communistes, Parti socialiste, Place publique, font un front populaire et présentent des candidats uniques dans chaque circonscription, ils auront vraisemblablement entre 150 ou 200 sièges. Dans ce troisième scénario, on se retrouve avec une assemblée avec 3 blocs. La gauche, Renaissance, RN. Et c'est ingouvernable, parce que il n'y a pas de majorité pour voter les lois. Pour l'instant, c'est ce scénario qui paraît le plus vraisemblable. Alors qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Mystère et boule de gomme. Nous on est, malheureusement ou heureusement, pas Madame Irma, et en vrai, personne n'en sait rien. En conclusion, 2 choses. 1, on assiste à un moment de la vie politique française complètement fou. En 3 jours, on a eu un effondrement du parti présidentiel, le RN qui arrive en tête dans 93% des communes de France, une dissolution de l'Assemblée nationale, le président des Républicains qui fait alliance avec le Rassemblement national sans en avoir parlé à personne, puis qui se fait jeter dehors de son propre parti, Marion Maréchal Le Pen qui va discuter avec le RN puis qui se fait jeter dehors de son parti aussi, et la gauche qui s'est déchirée depuis des années, qui arrive en l'espace de 48 heures à faire un Front populaire 2024. On n'avait pas vu un sbeul comme ça depuis longtemps. Alors on va voir ce que ça donne, mais manifestement, on est en route pour des gros changements d'équilibre dans la politique française. 2. Cette dissolution nous a fait pas mal réfléchir. Pour notre part, on trouve ça curieux, pour utiliser un mot un peu gentil, que la vie de 70 millions de gens dépendent aussi directement de la décision d'une seule personne. Alors, c'est la règle du jeu qu'on s'est choisie en 1958. Mais peut-être qu'on peut, petit à petit, se poser la question. Est-ce que donner autant de pouvoir à une seule personne est une bonne idée? Alors nous qui balançons entre 2 âges, comme dit la chanson, notre encore jeune, mais plus si jeune que ça, expérience de la vie, nous amène à la conclusion temporaire suivante. Le pouvoir a plus tendance à rendre bête et brutal qu'intelligent et empathique. Et une personne, quelle qu'elle soit, avec beaucoup de pouvoir sur les autres, peut bien sûr faire beaucoup de bonnes choses, mais peut aussi faire beaucoup de dégâts. Peut-être que ce constat, discutable évidemment, peut nous amener à réfléchir à d'autres manières de prendre les décisions pour nous tous, peut-être avec un peu plus de collectif. On pose ça là. On vous rappelle qu'on a fabriqué un parcours d'esprit critique pour affûter ses réflexes intellectuels et humains face aux discours politiques et médiatiques. C'est à prix libre, donc chacun paye en fonction de ce qu'il peut, et c'est sur notre site l'espritcritique.fr. On vous met le lien en description. Évidemment, il y a toujours la possibilité de nous soutenir ponctuellement ou régulièrement sur notre Tipeee. Merci d'avoir regardé, merci de nous suivre, toujours, et à bientôt pour un prochain épisode de l'Esprit Critique.